pas dans un pays comme le Cameroun, demander à un Camerounais qui veut être président de la République de payer le même montant que celui qui va être président en France. Est-ce que vous voyez le problème qu'il y a? C'est-à-dire qu'en France, on demande pratiquement 60 millions pour être président. Mais au Cameroun, pays pauvre très endetté, quand vous regardez le classement des pays les plus pauvres du monde, nous sommes vers la fin. Mais le septième pays le plus riche du monde demande le même montant. Mais vous qui êtes dernier dans le classement, les pays les plus pauvres, vous demandez le même montant. D'accord. Pourquoi? Mais je peux parler. Vous me coupez comment? Pourquoi? Non, écoutez, pourquoi les gens pensent que... Pourquoi les gens pensent que 30 millions, c'est normal? Parce que, justement, les gens ont une autre idée je veux dire comme lui, la fonction présidentielle. Les gens pensent qu'une fois arrivé au pouvoir, alors, il faut s'enrichir. J'ai entendu des gens dire, si on met un pauvre là-bas, quand il va arriver, il va tout prendre. Qui vous a dit que si on met un pauvre là-bas, il va arriver, il va tout prendre? On a vu des présidents comme Sankara, qui sont partis. Et s'il vous plaît, il était un citoyen moyen, qui était, oui, mais un capitaine, c'est quoi? Vous croyez qu'un capitaine a 400 000 au mois? Non, mais écoutez, vous pensez qu'un capitaine a 400 000 au mois? De quoi vous parlez? Un capitaine, c'est un citoyen moyen. Donc, vous avez un président comme celui-là qui prend le pouvoir. Et à sa mort, s'il vous plaît, à sa mort, s'il vous plaît, à sa mort, justement, les grandes officines internationales et tout ont tout fait pour le discréditer. Ils ont fouillé dans tous les comptes partout dans le monde pour voir s'il n'a pas caché quelque chose. On s'est rendu compte à la fin que dans son compte personnel, il n'avait que 350 000 francs. Ça veut dire qu'on peut être... Non, ce n'est pas... Je veux finir, permettez que je finisse. Non, chuté par là, vraiment. Mais j'ai l'impression que je n'ai pas parlé. Non, chuté. Oui, je veux donc dire quoi? On doit permettre à tous les citoyens d'être président de la République. On doit leur donner une chance d'être président de la République. Il ne faut pas que, ou bien être député ou conseiller municipal, n'importe quoi. Moi, j'ai voulu être candidat à la mairie de Yaoundé 4e. On m'a demandé 50 000. On m'a demandé 50 000. Qu'est-ce qui vous en a empêché? Vous savez comment j'ai fait pour avoir les 50 000? Vous connaissez comment les 61 conseillers de mon parti ont fait pour avoir 50 000? Tu as 2 véhicules. Non, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que... Thierry, tu as 2 véhicules. Comme conseiller municipal, j'ai dit, il y a combien? Il y a 3600 conseillers municipaux au Cameroun. Et vous pensez que 3600 conseillers municipaux ont besoin de donner 50 000 francs? Pour être conseiller municipal, en principe, si on a trop demandé, c'est 5 000 francs. Pour être député, ça devrait être au trop 25 000. Et pour être président de la République, ça devrait être même 100 000 francs. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que ce n'est pas une institution qui décide de qui doit être président. C'est le peuple qui décide de qui doit être président. Il y a 10 ans au Cameroun, on payait 30 millions. Les gens, on n'avait pas 84 candidats. Pourquoi? Parce que le pays était encore un peu sérieux. Non, je veux parler de 2018. En 2018, on avait 30 candidats. On a retenu 9 à la fin. Qu'est-ce qui a poussé les Camerounais à être 84 aujourd'hui? Non, ce n'est pas parce qu'ils voient les autres s'enrichir, puisqu'ils savent qu'ils ne seront pas candidats. C'est parce qu'on est devenu dans un pays qui est plus sérieux. Merci. Alors tout le monde est devenu roublard. C'est-à-dire que c'est une façon de démontrer à la face du monde à quoi ressemble notre pays aujourd'hui. Très bien, merci. Donc en réalité, pour moi, on ne devrait même pas mettre les cautions présidentielles à plus de 100 000 On l'a francs. compris. On doit nous permettre tous. Très bien. L'année prochaine, moi, il sera encore candidat à la mairie de Ok, Yaoundé. d'accord, c'est bon. Je dois payer au trop 5 000. Ok, on va donner une dernière parole à François Bikoro qui va libérer ce plateau tout à l'heure parce qu'il est appelé sur un autre plateau. Donc, dernière parole. François Bikoro qui va nous laisser. Hein. Je vous cède, moi je sais céder. Peut-être nous rejoindre à l'endroit habituel. À l'endroit habituel, après le débat. Il n'y a pas de débat sans argent.
Alors, François Bikoro, on boit souvent et on mange après les engueulades. Très bien. Très bien. Comme les gens qui sont là le 12 octobre vont manger et boire après le 12 octobre. Donc, après, ici, on que va... personne ne meurt avant. Après, ici, on va se retrouver quelque part. Donc, tu as dit quelque chose de sérieux. Non, Tu as les dit quelque chose de panafricanistes, sérieux. les blagueurs, les gens souffrent, Tu as lui dit parle quelque des chose- choses qui parlent. Allons-y. Tu as dit quelque chose de sérieux. Oui, oui. Quand depuis pratiquement 2020, je passe de plateau en plateau pour rappeler et demander d'abord pardon au peuple camerounais au nom de mes anciens collègues journalistes, mes anciens confrères. Tout à fait. Vous avez tué la démocratie camerounaise. Parce que, au plan déontologique et éthique, vous faites des débats qui sont thématiques, mais vous appelez des gens qui ne sont pas proches de ces thématiques, que vous avez appelés représentants des partis politiques. Ce n'est pas parce qu'on est dans une association politique que subitement la science s'infuse dans votre tête. Conclusion, en manque d'arguments, vous voyez des gens dire les mêmes choses, chiens ou imbéciles, ceci, cela, sur les plateaux de télévision, ce n'est pas bon pour l'éducation de nos enfants. La deuxième chose, c'est que vous ne pouvez pas crier chaque jour à la justice, à l'équité, alors même que sur les 400 partis politiques qui concourent à l'expression du suffrage universel, vous n'en gardez qu'une dizaine depuis plus de 20 ans aujourd'hui sur vos plateaux. Merci. Merci. Merci François Bikoro qui va donc nous quitter, qui va pas nous quitter, qui va s'excuser parce qu'il va sur Il ne nous quitte pas. un autre plateau et surtout qu'on va se retrouver. On va se retrouver tout à l'heure. On va se retrouver tout à l'heure. Alors, et M. Prio Linga, il y a donc des témoignages. Là, on parle de la corruption administrative et des procédures électorales. Il y a des témoignages qui parlent de paiement pour obtenir des documents électoraux. On parle là des certificats, des parrainages et tout ça. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Qui sont les acteurs de ces réseaux de monnayeurs, de signatures et comment ces pratiques influencent-elles le déroulement équitable du processus électoral? Je vous ai dit tantôt les difficultés que mes collaborateurs qui étaient dépêchés pour la collecte ont eu sur le terrain. Essayez de... Entre autres, justement, je n'ai pas voulu insister. J'ai parlé de monnayage. Ah bon? En réalité, moi, je suis très gêné par la direction que la politique a prise dans notre pays depuis le retour au multipartisme en 1990. La politique n'est pas, et les grands politiciens l'ont dit, si vous voulez être riche, si vous voulez vous enrichir, n'allez pas en politique. Allez faire autre chose, allez faire les affaires, allez faire le commerce. C'est là-bas qu'on s'enrichit. Vous comprenez? Et quand vous voyez les grands pays où les idéologies ont marqué le fonctionnement de la gouvernance, vous verrez que la plupart des grands théoriciens qui ont marqué le monde par leurs idées n'étaient pas riches. Quand vous voyez l'Inde, on vous dira que le père de la liberté de l'État indien qui s'appelait Mahatma Gandhi n'était pas riche. C'était un monsieur qui se baladait même avec sa canne et son cassex. Mais ça n'a pas empêché que... Un avocat de formation. Oui, mais est-ce que M. Gandhi était un avocat donc de sa formation? Et comme nous, on a vu dans les photos de nos livres d'histoire, avec sa canne, qui n'était pas une canne sculptée de manière moderne, qui ne portait que son cassex, et donc qui était nu au niveau de son dessus. Était-il le plus riche en Inde? Que non. Est-ce que le président, le père de l'indépendance du Congo, Kinshasa, Monsieur Patrice Emery Lumumba, était le plus riche des Congolais? Amadou Ahidjo était riche. Est-ce que le président Amadou Ahidjo, le premier président de ce pays, était le plus riche des Camerounais? Est-ce que Paul Biya est riche? Laissez Paul Biya là où il est.
Est-ce que, quand vous regardez dans l'histoire, quelqu'un a parlé de Sankara tout à l'heure. Moi, je me suis identifié dans ma lutte politique en Sankara. Lui, c'est mon modèle. Alors, un modèle de simplicité qui démontre que ce n'est pas parce que vous avez le portefeuille, ce n'est pas parce que c'est vous qui gérez l'argent du pays, tout l'argent du pays, que vous devez vous servir. Lui, il a démontré qu'on peut être le caissier principal, l'ordonnateur principal, et à la fin de sa vie, avoir 350 000 francs dans ses comptes. Mais il n'est pas... C'est un monsieur qui est cité dans l'histoire de beaucoup de pays, y compris des pays occidentaux, en termes d'exemple de bonne gouvernance. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, quand on regarde donc dans notre environnement immédiat, et c'est ça qui est scandaleux, et quand nous avons toujours posé ce problème, les gens estiment que oui, pour faire la politique, il faut être riche, il faut avoir beaucoup d'argent, et ça pervertit même le citoyen, qui pense que quand vous venez lui proposer quelque chose, quand vous lui proposez une vision des choses, il faut en retour, c'est-à-dire vous êtes en train d'acheter. Même le militantisme, le parti au pouvoir, a fait croire à notre peuple que même le militantisme s'achète. C'est-à-dire que pour que quelqu'un vienne à votre meeting, il faut lui proposer de la sardine, il faut lui proposer de l'argent, il faut lui proposer 5 000 après ou 2 000. Et on voit comment ça se passe dans leur meeting à eux. C'est-à-dire qu'à la fin du meeting, on voit même des bagarres ou des gens en tenue du parti bagarre parce qu'on parle d'argent de taxi. Est-ce que même l'UPC, l'UPC qui a été l'un des partis précurseurs de notre indépendance, est-ce qu'il était riche là-bas? Omniobé n'était pas riche. Les autres n'étaient pas riches. Et d'ailleurs, c'est ça le vrai militantisme. Et c'est ça. Et c'est même l'idée que j'inculque en tant que leader du Front démocratique révolutionnaire à mes partisans. Chacun apporte sa part. Je ne suis pas d'accord avec le président. Vous n'êtes normal. Non. Et puis vous n'avez même pas le... Vous allez vous associer aux gens parce que vous estimiez qu'il fallait aussi vous enrichir. Moi, j'ai dit donc... pas le micro. Nous pensons donc que c'est l'idée. Chacun apporte sa part dans le chantier de construction de quelque chose de bien. D'accord. Il n'est pas question que les gens viennent et estiment que vous devez leur donner quelque chose pour venir. Non, chacun apporte sa contribution. Chacun apporte sa contribution. Et c'est ça même. Dans le fonctionnement de l'UPC d'antan, j'entendais certains aînés nous le dire. Des gens marchaient à pied. Des gens marchaient à pied des dizaines de kilomètres parce qu'il fallait aller au meeting de l'UPC. Il fallait aller écouter le message de libération de l'UPC. Et des gens marchaient 10 kilomètres, 20 kilomètres à pied pour y aller. Des gens mettaient leur mets de pistache, je ne sais pas quoi, et leur bâton de manioc dans le sac. Parce qu'ils savaient que là où nous allons, lorsque nous allons faire notre meeting, il nous faut manger quelque chose. Ils n'attendaient pas qu'on leur distribue des billets de 1000 francs. J'ai dit donc que la politique en principe doit être le champ d'idées qui construisent la nation. Et on peut construire la nation sans s'enrichir soi-même. D'accord. Quand je l'ai dit, je voudrais chuter en disant... Chuter par là. Je voudrais chuter en disant que, en réalité, et je crois que c'est le patriarche, quelqu'un l'a dit tantôt, on a vu lors du retour au multipartisme, en 1990, le retour au multipartisme, en 1990, on a vu les premières élections démocratiques, libres. Mais nous avons vu que la caution, et c'est Thierry qui le disait tantôt, la caution était pour l'élection des députés. C'est-à-dire que chaque candidat à l'élection municipale en 1990 déposait 100 000 francs de caution. C'était 100 000. Hein? Et on n'a pas eu 1 milliard ou 30 millions de candidats. On a vu que... C'était les législatives. Oui, c'était les législatives. J'ai dit que quand vous avez vu les 68 députés de l'UNDP, je ne sais pas, ceux du MDR, ils étaient 6, je crois, 18 de l'UPC. La caution, elle était de 100 000 francs. Et j'ai dit, la caution pour être candidat à l'élection des conseillers municipaux, c'était autour de 10 000 francs. C'est-à-dire que vous aviez une liste de 250
candidats qui vous faisaient exactement 250 000. C'était comme ça. Et on n'a pas eu une floraison, on n'a pas eu des millions de listes. À l'élection présidentielle en 1992, la caution était de 1 500 000 francs pour les candidats à l'élection présidentielle. Exactement. Et il n'y avait pas de machin d'élus, enfin de représentants. Il n'y a pas eu 80 candidats. Donc ceux qui ont perverti, qui ont dénaturé le discours politique dans notre pays, qui ont fait croire que oui, pour enlever les Charles, enfin, oui, il faut augmenter la caution. C'est eux justement qui ont perverti le jeu politique dans notre pays. Tout à fait. En 92, on n'avait pas plus de 30 candidats, alors que la caution était à 1,5 million. On avait 9. Mais comment on comprend que quand on dit 30 millions, c'est là où vous avez 82. D'accord. Ça veut dire qu'on a faussé le jeu. Et ceux qui l'ont faussé l'ont fait exprès pour faire croire à la population que oui, le chantier, il faut avoir beaucoup d'argent. Comme ça, on viendra vous corrompre. Vous allez demander les 2 000, les 5 000. Et pour qu'à la fin, vous restiez pendant 7 années sans route. Parce que ce qu'on n'a pas dit à la population, c'est que quand vous votez, vous partez prendre des gens qui ont détourné de l'argent de vos projets. Et c'est le cas avec ceux qui nous gouvernent depuis longtemps. Ils ont détourné l'argent de tous les projets pour amasser des trésors qui feront que demain, c'est eux qui seront toujours candidats, parce que ce sont eux qui auront toujours l'argent pour payer les cautions, même si c'est à 1 milliard. Et résultat des courses, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas ceci. Parce qu'en réalité, quand on vous a déjà donné un peu lors de la campagne là, quand on vous a déjà donné la sardine, quand on vous a déjà donné 5 000 francs, vous ne pouvez plus demander à cette personne-là des routes. Il vous a déjà payé. Okay. Il a payé la contrepartie de votre vote. Or, le vote ne se monnaie pas. Y compris justement ceux qui sont chargés de donner des... On a été confrontés à ça. Beaucoup ont été confrontés à ça. Même ceux qui délivrent justement ces documents. Alors qu'en réalité, la loi dit même que la délivrance de ces documents est gratuite. Parfois même, certains de ces documents n'ont pas de timbre. C'est ce que la loi dit. Mais on vous dit quand même que pour que l'autorité signe, les gens signent, fassent bien. C'est comme ça que vous avez voulu que le pays soit. C'est la saison où cela change et cela devra donc changer. Merci. Hector Rabia, la complicité ou la passivité de certaines autorités administratives est-elle à craindre? Comment restaurer la neutralité et l'intégrité de l'administration? Hector Rabia. L'administration camerounaise aujourd'hui est tellement politisée. Vous savez, quand vous avez des personnes qui croient qu'ils ne servent pas l'État, mais qui servent soit un conglomérat de personnes, ou bien qui servent soit un clan ou un réseau, ce qui fait en sorte qu'ils ne rendent plus le service public aux personnes qu'il faut. Donc, pour le sujet des partis politiques, qu'on va appeler les partis politiques NKJK, pour faire hommage à la maison. Dites-nous. Ouais. Les partis politiques que vous avez surnommés, soit NKJK ou qui transportent des gens moyennant un certain nombre de per diem. Il faut comprendre une chose. La loi demande qu'on ait 300 signatures des personnes élues si vous n'avez pas une formation politique ayant des élus. Donc, pour participer à l'élection présidentielle, il faut donc aller vers les 30 personnalités par région, telles que définies par la loi. Mais vous allez vous rendre compte que ces personnalités-là, qu'elles soient chefs traditionnels et autres, qu'elles soient chefs traditionnels de premier degré, qu'elles soient élus, se disent on ne peut pas permettre à une personne, à un opposant, de venir contrecarrer. Ou bien si on voit mon nom là, parce qu'il faut là, il faut parler comme au quartier. Si on voit mon nom, parce qu'il faut signer, il faut légaliser, il faut passer par l'autorité administrative. Donc il faut assumer d'avoir donné son investiture, son parrainage. Il faut assumer d'avoir donné son parrainage à un certain candidat. Voyons que vous allez vous rendre compte, les candidatures indépendantes dans notre contexte politique aujourd'hui, on n'en trouvera pas. Ça existe, mais... Non, laissez-le parler. On n'en trouvera pas, justement parce qu'il y a
par région, vous ne trouverez pas 30 personnes qui vous donneront cela. Surtout dans le sud. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut aller donc vers les partis politiques qui ont concouru, qui sont allés aux élections législatives et municipales, qui sont s'en sortis avec un élu ou plusieurs. Un élu ou plusieurs. Et ils vont vous dire ce n'est pas gratis. C'est d'où sort le monnayage. Maintenant, le monnayage peut être de l'argent liquide, ça peut être des accords, soit sur le partage. Du gâteau. Oui, soit vous êtes président, moi je suis premier ministre. C'est ça, le monnayage. Des concessions. Oui, des concessions et des échanges taxiques. Donc, et c'est de bonne guerre, c'est politique. C'est de bonne guerre et c'est politique. Maintenant, ce que nous devons craindre. Non, en politique, avoir des arrangements. Vous ne répondez politique. pas à un invité sur le plateau. Je suis en train de dire. Parlez votre part. Monsieur Voilà, c'est moi qui vous donne la parole. Monsieur ce n'est pas Fomba, quelqu'un d'autre. je suis en train de dire. Ce que nous devons craindre aujourd'hui, c'est d'enlever la politique politicienne dans notre administration. Que ce qui nous serve, celui qui est chargé de vous vendre le timbre, parce que vous êtes en train de payer l'impôt de votre pays, parce que ce n'est pas gratuit, qui ne vous disent pas c'est pour faire quoi. Tout à l'heure, on parlait d'élections municipales. Il y a le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 4. Quand nous allons, il nous disait, mais jeune homme, tu veux être conseiller municipal, chercher autre chose à faire. Donc, chercher autre chose à faire. Donc, nous sommes donc en politique et que l'administrateur, qui sache qu'il est garant du service public. D'accord. En étant garant du service public, on rend ce service-là aux citoyens. Peu importe, même dans les hôpitaux, nous sommes en période, même pour un certificat médical. Quand vous allez vous rendre compte, des médecins vont tourner, ils ne sont pas à leur poste quand vous voulez faire des activités politiques. Donc, d'accord. Permettons donc à notre service public de ne pas faire de la politique politicienne. De la surenchère. Non, la politique politicienne. D'accord. Parce que nous faisons tous de la politique. Parce que être dans un gouvernement, c'est la politique. D'accord. Mais ne nous disons pas que si je permets à tel citoyen d'avoir tel document, ça peut faire en sorte qu'on m'enlève de mon poste. Que mon chef va me regarder comment. D'accord. On a compris, d'accord. On va passer. Monsieur Fomba, les gens parlent ici pendant 15 minutes. Non, vous ne pouvez pas me couper. Les gens parlent ici pendant 15 minutes. C'est moi qui donne la parole. Les gens parlent ici pendant 15 minutes. Alors, si c'est comme ça, vous ne nous invitez pas. Voilà, d'accord. On va prendre. Non, quand les gens parlent, laissez-nous parler. Je sais quand je dois vous retirer la parole. Quand vous me redites déjà, je suis obligé de vous retirer la parole. Je ne me redis pas. Alors, allons-y, chutez donc. Chutez. Vous respectez les panélistes, monsieur Fomba. Vous voyez. Respectez les panélistes. Vous ne pouvez pas donner la parole à la personne. Quand vous appelez, c'est pourquoi. Depuis, je vous écoute. Quand vous vous redites déjà, je suis obligé de passer la parole. Non, c'était son redit ici. Allons-y. D'accord. Je vais donner la parole à Stéphane Zanga pour aborder les conséquences démocratiques. Antoine Zanga, excusez-moi. Antoine Zanga. Oui, c'est vrai qu'après Antoine Zanga, c'est Stéphane. Pour parler des conséquences démocratiques et pistes de réforme. Voilà, cette surenchère financière, est-ce qu'elle compromet l'égalité des chances entre les candidats? Ça, c'est la question. La présidentielle, est-ce qu'elle est encore un rendez-vous démocratique? Ou alors il s'agit d'un marché politique? Dites-nous. Je pense qu'il ne faut pas qu'on trompe les Camerounais. Nous avons la chance d'avoir un technicien de la source politique ici. Un politologue. Il n'est pas un opérationnel, c'est un chercheur. L'ami mon frère du PCRN a parlé d'arrangement. Vous savez, tout dans la vie est un investissement. Tout. Vous allez à l'école, c'est un investissement. Et dans chaque investissement, on attend une rentabilité. Vous ne pouvez pas nous dire, quand mon ami Thierry Biassi se retrouve sur les plateaux là, c'est un investissement. Parce qu'il attend quelque chose. Il attend que son candidat du Manidem arrive au pouvoir et il y aura une redistribution. Ça, c'est clair. Quand vous arrivez au pouvoir, quand M. Trump sollicite M. Elon Musk pour ses finances,
pour l'aider, pour l'accompagner financièrement. Par la suite, il lui dit, ok, vous ne savez pas quels sont les arrangements qu'il y a eu entre eux. Et puis, il a dit, bon, ok, voilà un poste ministériel, ça n'empêche pas que le monsieur travaille normalement et qu'il travaille bien. Parce que c'est d'abord un citoyen. Donc, dire aux gens que la politique, il ne faut pas avoir l'argent, c'est des histoires. Parce que, s'il vous plaît, vous parlez un peu trop ici. Non, vous n'avez pas le micro. Vous n'avez pas le micro. Vous n'avez pas le micro. Qui vous écoute? Soyez courtois, monsieur. Allons-y, restez concentrés. Voilà. Donc je dis, oui, vous n'avez pas. Il ne me semble pas que vous ayez la restez capacité de dire concentrés. que Ne vous laissez pas distraire. je dis du n'importe quoi. Ne vous laissez pas Voilà. distraire. Alors je continue en disant que, vous savez, pour moi, Elekam reçoit les dossiers. Il n'y a pas encore de candidature pour le moment. Ce sont des candidats à la candidature. Bon, dites-le comme vous voulez. Il y a des gens qui ont déposé les dossiers à Elekam. Et il y a plusieurs étapes. On reçoit les dossiers. Par la suite, on dépose ces dossiers. On voit le contenu de ces dossiers. On regarde si les dossiers... D'ailleurs, l'une des grandes étapes, c'est demain à 12h. Voilà, avec, il y aura la publication des candidats. C'est-à-dire des gens qui auront respecté les conditions. Toutes les conditions fixées par la loi. Alors, un monsieur, je ne sais pas, peut arriver n'importe où, un monsieur Zanga comme moi, il vient avec un dossier, il dépose. Parce qu'il est un citoyen camerounais. Et il va au micro pour dire qu'on n'ajoute pas l'argent sur la... Il a la liberté de dire tout ce qu'il veut dire. Hein, tant que ça respecte la loi. Bon, maintenant, si un monsieur vient avec son dossier, il dépose. Vous refusez de prendre son dossier, vous êtes en porte-à-faux avec la loi. Vous prenez donc les dossiers de ces gens, même s'ils sont 1 million. Vous-même, vous allez voir comment le tamis va se faire. Les 30 millions en question, il faut qu'on soit aussi conséquent. Une élection, ça se prépare. Et ça me démontre que beaucoup d'acteurs politiques sont dans l'improvisation. Sont dans l'improvisation. C'est-à-dire que vous avez 7 ans, une élection présidentielle, c'est 7 ans de préparation. Et si on vous dit la caution, c'est 30 millions, disons ça comme ça, on ne sait pas demain, ça peut descendre ou bien ça peut monter. La caution, c'est 30 millions. C'est un groupe qui présente un candidat. Même si vous êtes candidat indépendant, c'est un groupe. Vous n'allez pas travailler seul. Vous vous dites, ok, la loi dit qu'il faut avoir 30 millions. Vous avez 7 ans pour trouver 30 millions. Et donc, il ne faut pas faire que, pour moi, il y a des débats. S'il vous plaît, vraiment, pour moi, il y a des débats, de mon point de vue. Très bien. Il y a des débats aujourd'hui qui n'ont pas leur place. D'accord. Permettez-moi de chuter. Vraiment chuter. Pour moi, je pense que, en ce moment, les gens qui se plaignent, et de l'argent, et de ceci, en ce moment, les gens sont dans la préparation, parce qu'on a convoqué le corps électoral. Les gens se préparent pour voir comment est-ce qu'ils vont opérationnaliser les choses sur le terrain jusqu'au 12 octobre. Et comment faire pour convaincre les Camerounais. Maintenant, les gens doivent dire aux Camerounais de quoi ils sont capables. Est-ce qu'ils sont capables d'arriver à la présidence et de gérer les Camerounais normalement? Merci. Ça, c'est ce que nous appelons au RDPC à faire. Les autres débats périphériques, c'est pour les gens qui ne se sont pas préparés, qui ne s'organisent pas. D'accord. Stéphane Zanga, quelle réforme institutionnelle, juridique ou éthique pourrait corriger cette dérive? Est-ce qu'il faut plafonner les dépenses de campagne, interdire les ventes des partis, par exemple? D'abord, je pense qu'il y a un premier problème d'éducation civique. Il y a l'éducation civique à mener. Il faut éduquer les entrepreneurs politiques aux divers dangers que représente la corruption électorale. Vous évoquez un certain nombre de griefs, mais je pense qu'il faut commencer par la question du financement des partis politiques. Dites-nous. Les mécanismes même de financement, parce que le financement des partis politiques est extrêmement opaque au Cameroun. D'abord à l'intérieur de la formation politique. La formation politique doit avoir des moyens financiers qui permettent aux leaders de ne pas être sous l'influence de certains donateurs.
Aujourd'hui, nous sommes rendus à la première étape du processus électoral qui est le dépôt des candidatures. Donc, pour le cautionnement, le parti ou alors le candidat que le parti investit doit mobiliser un cautionnement important qui est de 30 millions de nos francs CFA, qui n'est pas une somme vraiment à la portée de tout le monde. Mais si à l'intérieur du parti politique, on peut payer des cartes. Tous les militants peuvent s'acquitter de leurs droits. Il y a donc des mécanismes d'autofinancement des partis politiques. Il y a l'État qui doit mettre suffisamment de moyens à la disposition des acteurs politiques, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Il faut des financements conséquents pour ceux qui sont quand même des entrepreneurs politiques qui proposent des alternatives de gouvernement au Cameroun. Ça ne doit pas être des personnalités indigentes. Un leader politique ne doit pas être indigent parce que le fonctionnement du parti politique est un État à une certaine échelle. Parce que vous avez vu, par exemple, quand vous avez le SDF, il y a tout un gouvernement. Il y a celui qui est chargé de la culture, des finances et autres. Il doit mener des actions sur le terrain. Et ces actions sur le terrain demande la mobilisation d'importants moyens financiers. Donc, les partis politiques aujourd'hui en sont à marchander les investitures parce que vulnérables. Un parti se dit, bon, j'ai mené une campagne pour les élections locales, j'ai pu obtenir un élu. Un autre citoyen vient, un transfuge d'un autre parti politique vient pour être investi par mon parti. Nous n'avons aucune proximité sur le plan idéologique. C'est un deal. Et un deal appelle à des tractations financières. Bon, le leader du parti qui, entre guillemets, fait louer son parti, a mis de côté son intégrité. Il y a ce premier problème. Le deuxième élément, selon est le suivant. Si, par exemple, un parti peut investir un candidat par lui-même, pourquoi ne pas choisir parmi ses militants pour en investir un pour le compte de l'élection présidentielle, même s'il n'est pas le leader de la formation politique? Parce qu'en réalité, vous avez des militants intègres, vous avez des militants qui sont porteurs de projets, mais qui préfèrent être candidats indépendants et ne pas remplir les conditionnalités difficiles de cette voie d'accès à la candidature parce que le parti ne peut pas les investir, parce qu'ils ne sont pas capables de donner de l'argent aux leaders ou alors de monnayer cette opération. Donc, il faut une culture, il faut une éducation civique des entrepreneurs politiques, comme je le disais à l'entame de mon propos. Très bien, on va donc permettre aux auditeurs de réagir en 5 minutes seulement. Je rappelle qu'il nous reste moins de 10 minutes. Donc, s'il y a des auditeurs qui veulent réagir, faites-le au 693 62 38 28, 693 62 38 28. Il y a également le 676 78 06 53, 676 78 06 53. Il y a également, pour ceux qui sont à l'étranger, les numéros qui s'affichent au bas de l'écran sont des numéros par lesquels on peut également recevoir vos appels. On dit donc le 693 62 38 28, 693 62 38 28, 676 78 06 53, 676 78 06 53. Francis Bidima, à votre avis, que peut-on faire? Que peut faire le citoyen face à ce phénomène? Est-ce qu'on doit appeler à un sursaut éthique? La société civile peut-elle jouer un rôle de contrepoids face à cette situation? Alors, le problème de la société civile, c'est qu'on peut être dans un parti politique, on se présente comme société civile et être de la société civile alors que nous sommes entrés dans un parti politique. La société civile au Cameroun, c'est ça un peu le problème. Beaucoup se revendiquent de la société civile pendant qu'ils sont dans des formations politiques et que lorsque ça joue dur, comme on dit généralement au quartier, ils sont obligés de prendre une autre posture qui n'est pas celle qui devrait être celle de la société civile. Néanmoins, il y en a quand même qui se revendiquent de la société civile et qui effectivement y sont. Et donc, si d'aventure, il était, par exemple, question donc de se poser la question de savoir est-ce que la société civile devrait jouer son rôle, devrait dire son mot quant à ce qui est de cet imbroglio, si on peut l'appeler ainsi, en ce qui concerne les partis politiques. Je crois que là, nous parlons de deux choses, de deux poids, deux mesures. Parce que la société civile, elle lutte pour peut-être régresser la société, si d'aventure je peux m'exprimer en ces termes. Et de l'autre côté, c'est un contrepoids. Je peux dire que la société civile ici se présente comme un contrepoids des gouvernants. Et donc,
s'il y a peut-être quelque chose que je peux dire à cet effet, je me dirais que il y a tout à l'heure, peut-être c'est même par là que je devais commencer, il y a Thierry qui a évoqué le fait que nous avons dit qu'il fallait les 30 millions, c'était suffisant pour qu'on aille aux élections. Peut-être que je me suis fait mal comprendre. J'ai fait comprendre, j'ai dit ceci. On va à 30 millions. On a pensé que les 30 millions, c'était pour que les Camerounais n'y aillent pas, peut-être pour restreindre le nombre de personnes qui devraient aller aux élections. Mais on n'a pas pensé que, tout en parlant de 30 millions, le législateur peut-être n'a pas vu de l'autre côté qu'il a laissé la passoire à n'importe qui pouvait aussi arriver. Quand je dis n'importe qui, ce n'est pas pour insulter X ou Y, mais pour faire comprendre qu'on n'a pas mis des restrictions quant à ce qui est du dépôt de la candidature. Parce qu'aujourd'hui, même sans argent, on peut déposer la candidature et elle est acceptée par l'ECAM. Alors, si d'aventure, on voudrait donc être sérieux, on s'est dit donc, nous laissons tout le monde déposer sa candidature, on ne donne même pas un copec. Si tu veux être candidat, ce n'est qu'au bout de tout cela qu'on va se poser donc la question de savoir qui a le meilleur programme, le programme à Guichan, qui peut être celui-là que les Camerounais vont choisir. Parce que si d'aventure, on pose la condition de l'argent comme condition sine qua non pour accéder, on peut avoir n'importe quel bandit avec beaucoup d'argent, arriver au sommet de l'État et piller cet État de façon goulûment. Alors, je pense donc que ce que nous devrons faire, s'il faut peut-être évoquer dans la société civile, c'est que la société civile lutte pour que ce cautionnement revienne véritablement à la baisse et que cela donne la possibilité aux autres de pouvoir dire un mot pour ce qui est de la gestion de leur État. Quant à ce qui est de comment vous avez appelé ça tout à l'heure, vous avez parlé des partis politiques, comment est-ce qu'ils devraient fonctionner. Je crois également qu'il y a cette floraison de partis politiques au pays qui, ma foi, dérange un peu. C'est-à-dire, on peut, le matin, avec 3 personnes, on peut créer un parti politique. Et dès qu'on a déjà... Vous voulez qu'on visse un peu la création? Devrait quand même... Le Cameroun, aujourd'hui, c'est plus de 400 partis politiques. Mais combien sont véritablement sur le terrain? Et c'est pour cela qu'on a l'impression... Le problème que ça pose, c'est quoi? C'est qu'à un certain moment, l'on a l'impression que c'est l'expression de la démocratie, alors que lorsqu'on voit les voies d'accès, donc les voies d'accès aux postes pour gouverner, on se rend compte que tout est verrouillé, alors que vous avez laissé la possibilité à tout un chacun d'aller sans toutefois à donner les moyens par lesquels ces derniers devraient arriver de ce côté. Merci et donc, je chute par là. Chutez par là, parce que vous avez répondu à une question qui ne vous a pas été posée. Je chute par là, Angèle, je chute par là en disant... Et vous avez tué le temps en répondant à une question qu'un panéliste vous pose, alors que c'est moi qui pose les questions. Alors, nous sommes donc arrivés au terme... Nous sommes arrivés au terme de cette... en 30 secondes, vraiment. C'est fini? Oui. 30 secondes. Bon, j'ai envie de dire, du fait de l'éthique pratiquement marxiste et communiste qui a gouverné nos pays, on a un rapport, j'allais dire, ambivalent, difficile à l'enrichissement. Donc, moi, je crois qu'en situation de libéralisation de la vie publique, le parti politique doit être vu comme étant une entreprise. Et l'État doit établir les moyens qui permettent à ce qu'un argent qui n'est pas licite vienne influencer la vie publique. Parce que c'est de ça qu'il est question. Mais le problème que nous avons au Cameroun, c'est que comme nous sortons d'une situation de monopole, le parti au pouvoir a aussi créé un certain monopole des moyens et empêche l'opposition d'exister, l'opposition qui est une institution. Il faut que le parti au pouvoir comprenne que autant le pouvoir que l'opposition sont 2 institutions. Et moi, la proposition que j'ai toujours faite, c'est que l'État doit les financer à part égale. Maintenant, pour l'éthique communiste, mais amener l'opposition à jouer, ce n'est pas un problème de représentation, mais c'est un problème d'équité en matière des institutions. Tu ne peux pas tout donner au parti au pouvoir.
tu permets aussi à l'autre d'émerger. Parce que c'est ça qui fait l'équilibre de la société. C'est ça qui fait l'équilibre. Donc, je chute en disant que maintenant, Aimé disait que les gens doivent venir parce qu'ils sont pauvres. Non. Le Camerounais doit... C'est ça qu'il a dit. Moi, je n'ai pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il faut souvent bien... Moi, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que les gens doivent venir. Je dis donc aux citoyens... C'est toi, Aimé Cyprien. Non, mais moi, je n'ai pas dit ça. Je dis donc... Je n'ai pas dit que les gens doivent venir. Je dis donc aux citoyens qu'à l'heure actuelle, si un leader vous dit que vous devez rester pauvre, vous devez... Moi, je n'ai pas dit ça. Moi, je ne dis donc pas ça. Vous n'avez pas dit aux gens qu'ils doivent rester pauvres. Vous devez vous triturer pour venir dans des meetings politiques, alors que ce sont les politiques qui vous proposent, qui vous rendent incapables d'être des citoyens dignes. Moi, je dis que ça, c'est des choses vers lesquelles, des choses contre lesquelles nous devons nous insurger. Nous devons voter des programmes politiques qui enrichissent les citoyens et les rendent dignes, de telle sorte qu'ils puissent choisir en son âme et conscience. C'est ça, je n'ai pas dit, et ça, je n'ai pas dit qu'il faut faire la politique pour rendre les gens pauvres. Vraiment. Au contraire, la politique doit servir justement à élever la société, à élever les citoyens. C'est pour ça que même l'UPC, dans sa politique, où les gens allaient à pied, ils savaient que... Attendez. Ça, c'est ce que les gens doivent savoir. Ils savaient que... Je parlais tout à l'heure de l'UPC, où les gens marchaient des dizaines de kilomètres à pied. Mais la ligne politique de l'UPC était d'élever le niveau de vie des citoyens. L'UPC ne disait pas que je vais conquérir le pouvoir pour que vous continuiez à marcher des centaines de kilomètres à pied. Parce que dans un de ses piliers, il disait que c'est pour élever le standard de vie. Le standard de vie, c'est le niveau de vie. Si vous venez pour appauvrir les citoyens, nous sommes enrichir le pays si les citoyens camerounais. Nous sommes donc arrivés. L'UNDP est là pour ça. Nous, on va enrichir le pays et les citoyens camerounais. Nous sommes donc... Nous disons donc... C'est fini avec les... Très bien. Nous sommes arrivés au terme de cette émission.